Bonjour à tous. Alors, le mandat de protection future. Alors déjà, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ou qui connaissent quelqu'un qui a fait un mandat de protection future? Non. Qu'est-ce que c'est un mandat de protection future? Une petite définition toute simple et après on va rentrer dans le détail. En effet, c'est un peu technique. Mandat de protection future, c'est un contrat par lequel, à un moment où je suis en pleine forme, j'ai toutes mes capacités physiques et intellectuelles, eh bien, je vais décider de désigner une ou plusieurs personnes qui vont accepter la mission que je vais leur confier, cette mission étant de s'occuper de moi et de mes biens si un jour je n'ai plus mes capacités. Vous comprenez l'intérêt de la chose, c'est d'anticiper une situation que personne ne souhaite voir arriver, bien sûr une situation où on a perdu ses capacités, d'anticiper cette situation en désignant quelqu'un qui va être apte à gérer à la fois mes biens et s'occuper de ma personne. C'est un des rares contrats que je vais signer en espérant qu'il ne serve à rien, puisqu'il va se déclencher ce contrat uniquement si je perds mes facultés. Alors, je vais faire un petit rappel pour qu'on puisse bien expliquer le mode de fonctionnement de ce mandat de protection future. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mandat? Un mandat, qu'on appelle également procuration, c'est un contrat qui est prévu par l'article 1984 du Code civil, par lequel une personne, qu'on appelle le mandant, donne à une autre personne, qu'on appelle le mandataire, le pouvoir de faire un ou plusieurs actes juridiques au nom et pour le compte du mandant. Exemple, je donne mandat à mon fils de signer un acte de vente en mon nom et pour mon compte. Mon fils va aller chez le notaire, par exemple, signer l'acte de vente et en signant cet acte de vente, sachant que je lui aurais fait en amont une procuration ou un mandat, en signant cet acte de vente, eh bien c'est moi qui vais vendre, c'est moi, le mandant, qui suis engagé. La particularité des mandats, surtout avant l'apparition de cette technique du mandat de protection future, la particularité des mandats, c'est qu'ils prennent fin dans certaines hypothèses. Tout d'abord, première hypothèse, ils peuvent prendre fin, les mandats, par l'écoulement du temps, lorsque le mandat était limité dans le temps. Si je donne mandat à mon fils pour vendre ma maison et que ce mandat, je prévois qu'il ne durera que 6 mois, eh bien, au bout des 6 mois, il s'arrête automatiquement. Deuxième hypothèse où le mandat se termine, c'est la révocation du mandat par le mandant, c'est-à-dire que j'ai donné pouvoir à un moment et puis je décide de revenir sur ma décision et je révoque le mandat. Troisième hypothèse, c'est la renonciation du mandataire. Il avait accepté de prendre le pouvoir que je lui donnais et puis il renonce. Autre hypothèse, c'est le décès. Le décès soit du mandant, soit du mandataire qui va mettre fin au mandat. Autre hypothèse, c'est la faillite du mandant. En cas de faillite du mandant, le mandat s'arrête. Et dernière hypothèse, le mandat se termine lorsque s'ouvre une mesure de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties. Donc, mesure de protection, c'est tutelle, curatelle, etc. Je rappelle ça pour vous expliquer que le mandat, avant l'apparition du mandat de protection future, était relativement fragile, qui pouvait ne plus fonctionner dans un certain nombre d'hypothèses. Et notamment, la loi et la jurisprudence ont précisé que la capacité intellectuelle du mandant, celui qui donne le pouvoir, devait être vérifiée non seulement au moment où il signait le mandat, mais également lors de la conclusion de l'acte pour lequel le mandat a été donné. Et ça, c'est très important, parce qu'on arrivait, et on arrive encore à des situations de blocage fréquentes. C'est l'hypothèse où j'ai donné pouvoir à mon fils pour vendre ma maison, mais quand j'ai donné pouvoir, quand j'ai signé le mandat, j'avais toutes mes capacités. Mais il a mis du temps à vendre la maison, parce que le marché n'est pas favorable, et il va trouver un acquéreur que 6 mois ou 1 an plus tard. Sauf que 6 mois, 1 an plus tard, j'ai perdu mes facultés. Et la loi et la jurisprudence disent que dans ce cas-là, le mandat ne pourra pas être utilisé, parce qu'au moment où le mandataire allait pouvoir utiliser le mandat, il faut que j'ai mes facultés.
Cette situation elle est fréquente dans la pratique. Les notaires la voient souvent, c'est-à-dire une personne âgée qui voudrait vendre un bien, qui n'est pas en grande forme, va pouvoir donner pouvoir à l'un de ses enfants pour s'occuper de la vente du bien. Sauf que si ça dure un petit peu trop longtemps et qu'au moment où on a trouvé un acquéreur, la personne âgée n'a plus toutes ses facultés, le notaire ne pourra pas utiliser le mandat. Et là, on est coincé. On est coincé, on va le voir, il va falloir passer par des mesures de protection telles que les tutelles, les curatelles, etc. C'est là où est arrivé le mandat de protection future. Le mandat de protection future, dans cette hypothèse, va permettre d'arriver à la vente, puisque, je vous rappelle, il est fait pour donner pouvoir à quelqu'un, sachant que ce pouvoir ne jouera que si le mandant a perdu ses facultés. Le mandat de protection future commence là où le mandat ordinaire va s'arrêter. C'est clair, ça? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne ça pour aller plus loin. Dans la pratique, on comprend qu'on peut articuler donc à la fois un mandat classique, qui va jouer tant que je conserve mes capacités, moi le mandant, et également adjoindre un mandat de protection future au cas où, au moment où la mission que j'aurais donnée en mandataire ne puisse plus être réalisée parce que à ce moment-là, je n'aurai plus mes capacités. Il faut savoir que ce mandat de protection future, il est bien utile parce que si on n'en a pas fait de mandat de protection future et que au moment où le mandataire veut utiliser son mandat pour accomplir la mission qui lui a été donnée, si à ce moment-là j'ai plus mes capacités, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution? C'est un placement sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale. Il y a beaucoup de professionnels de santé parmi vous et vous savez que ces systèmes de placement sont d'abord longs, parfois 6 mois, parfois 1 an, en région parisienne notamment, pour placer quelqu'un sous tutelle. Donc vous imaginez les conséquences que ça peut avoir quand c'est une personne âgée qui doit vendre, je reprends cet exemple parce qu'il est assez fréquent, une personne âgée qui doit vendre sa maison parce qu'elle a besoin d'argent pour rentrer en maison de retraite, ça c'est un cas qu'on voit souvent, qu'elle avait donné un mandat simple et qu'au moment où on trouve l'acquéreur, patatras, elle a plus tous ses esprits, qu'il faut mettre en place un régime de tutelle, on perd 1 an, l'acquéreur est parti depuis belle lurette, et que pendant ce temps-là, on n'a pas l'argent pour le placement en maison de retraite. Ça, c'est des situations fréquentes qui sont assez, parfois même catastrophiques. Donc, le mandat de protection future est bien utile. Autre inconvénient des systèmes de placement sous des régimes de protection, vous le savez, c'est qu'on ne choisit pas, en tout cas on ne choisit pas toujours la personne qui va être désignée par le juge des tutelles pour représenter la personne devenue incapable. Quelquefois, dans les familles, ça pose de vrais problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui voudrait être tuteur ou curateur, et puis un autre enfant qui se méfie de son frère ou de sa sœur va demander au juge des tutelles de nommer, par exemple, une association du type UDAF comme curateur ou tuteur. Tout ça peut générer pas mal de soucis familiaux. Vous comprenez, si on avait anticipé tout cela en faisant un mandat de protection future, on n'aurait pas été bloqué. Alors ce mandat de protection future, il a été créé par une loi du 5 mars 2007 qui a pris effet au 1er janvier 2009. Il faut savoir que en droit français, c'est une vraie nouveauté. Il y a des exemples à l'étranger, d'ailleurs des exemples dont le législateur français s'est inspiré. La loi allemande, en 1990, avait mis en œuvre ce qu'elle appelait un mandat pour soins de vieillesse. On a également, dans d'autres législations, notamment la législation québécoise, une loi de 1990 qui a inspiré le législateur français. Et puis j'ai noté qu'en Autriche, en Angleterre, au Pays de Galles, on a également ce type de mandat qui existe. Donc, les articles qui concernent le mandat de protection future, articles du Code civil, sont les articles 477 à 494. La définition est la suivante. Le mandat de protection future prévu par la loi française donne à chacun le pouvoir d'organiser à l'avance sa propre protection. Et nous le verrons ensuite, on peut organiser également par avance la protection de ses enfants. C'est ce qu'on appelle le mandat de protection future pour autrui. Et permet ainsi d'éviter l'ouverture d'une mesure judiciaire d'incapacité. En fait, le législateur, comme dans beaucoup d'autres domaines, a mis en place ce type de mandat
pour limiter l'engorgement des tribunaux, limiter les mesures de placement sous tutelle, sous curatelle. Vous savez qu'avec l'allongement de durée de vie, le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de gens sous tutelle ou sous curatelle. Certains auteurs ont d'ailleurs qualifié le mandat de protection future de tutelle privée. Alors malheureusement, ce mandat de protection future ne rencontre pas un grand succès pour l'instant, mais c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour promouvoir cet outil, parce que nous, les notaires, on pense que c'est un outil très utile pour les familles. Aujourd'hui, j'ai regardé les statistiques, il y a environ 1000 mandats qui sont signés auprès des notaires chaque année. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup par rapport aux besoins réels et aux situations de blocage que l'on rencontre dans la pratique. Le coût, c'est important, c'est un coût assez modique, 350 € pour un mandat de protection future. Donc, c'est pas le coût qui est bloquant, encore une fois. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez souhaite un jour mettre en place un mandat de protection future, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, il y a deux types de mandats. Il y a le mandat pour soi-même et le mandat pour autrui. Le mandat pour soi-même, il est ouvert à toute personne majeure ou mineure émancipée qui n'est pas déjà sous un régime de tutelle ou sous un régime d'habilitation familiale. Donc il faut avoir tous ses esprits, toutes ses facultés. Je précise néanmoins que si on est sous un régime de curatelle, on peut conclure un mandat de protection future avec l'assistance de son curateur. Donc cette personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes un mandat pour la représenter, pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. C'est ce que nous dit le Code civil. Ça, c'est le mandat de protection future pour soi-même. Je suis en pleine forme, je désigne un mandataire qui aura différentes missions, qu'on va voir ensuite, pour faire face à mes besoins au cas où, un jour, j'ai plus mes capacités. Ça, c'est le mandat de protection future pour soi-même. Il y a également un autre mandat qui existe, c'est le mandat de protection future pour autrui, qui peut être donné par des parents qui ne sont pas eux-mêmes sous un régime de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale, parents qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur, ça c'est très important, c'est l'hypothèse où on a un enfant handicapé. Ces parents peuvent, pour le cas où leur enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, en raison d'une altération de ses facultés, désigner une ou plusieurs personnes chargées de le représenter, sachant que la mission du mandataire prendra effet au décès des parents ou à compter du jour où les parents ne pourraient plus prendre soin seuls de leur enfant. Vous avez compris le fonctionnement? Pardon. Non, il s'ouvre, il commence quand les parents décèdent. On va reprendre l'exemple. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, Inch'Allah. J'ai des enfants mineurs ou j'ai un enfant majeur handicapé. Et je me dis, si un jour je n'ai plus mes facultés pour m'occuper de mes enfants alors qu'ils sont encore mineurs, ou pour m'occuper de mon enfant majeur handicapé, ou si un jour je décède, je voudrais que une personne ou plusieurs personnes que je vais désigner puissent s'occuper de mes enfants mineurs ou de mon enfant majeur. Très important ça. Dans beaucoup de familles où on a des enfants handicapés, c'est une vraie question. Jusqu'alors, on utilisait le système du testament, mais qui n'est pas parfait. Là, on a un vrai outil qui a été créé par la loi pour faire face à ces situations. Qui peut être le mandataire? Alors, le mandataire, la loi prévoit qu'il peut être toute personne physique, majeure et juridiquement capable. Ça peut être un proche, quelqu'un de la famille, un ami. Ça peut être un professionnel, un avocat, un notaire, un conseiller en gestion de patrimoine.
La seule limite prévue par la loi, c'est que ça ne peut pas être le notaire qui rédige le mandat de protection future qui soit en même temps le mandataire. Ça peut être une personne physique, on l'a vu, ça peut être une personne morale. Dans ce cas-là, seules les personnes morales inscrites sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs peuvent être désignées comme mandataires. Une observation, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux, ne peuvent pas être mandataires de leurs clients. Le Code civil l'a prévu expressément. Je précise qu'il peut y avoir plusieurs mandataires. C'est souvent ce que je préconise. Un mandataire qui va être un proche, qui va être chargé de la protection de la personne, et un mandataire professionnel ou plus aguerri qui va être chargé de la protection des biens. Car comme on va le voir, le mandat de protection future peut agir sur deux aspects, la protection de la personne du mandant, ou des enfants du mandant, si c'est un mandat de protection future pour autrui, mais aussi la gestion des biens de la personne, du mandant ou de ses enfants. Vous me suivez jusque-là? N'hésitez pas. Hein. Quelle est la forme par laquelle on peut rédiger un mandat de protection future? Il y a deux formes possibles. On peut le faire sous seing privé ou par acte notarié. Mais la loi prévoit que le mandat par acte notarié va permettre de faire plus de choses. On va revenir dans le détail. Précision, le mandat de protection future pour autrui, quand je le fais pour mes enfants, lui ne peut être que notarié. Donc, le mandat de protection future pour soi-même, soit notarié, soit sous seing privé. Si on décide de le faire sous seing privé, la loi encadre beaucoup les choses. Soit on utilise le modèle qui a été établi par le ministère de la Justice, qui est un imprimé CERFA, soit on peut le faire librement, mais alors il faudra qu'il soit contresigné par un avocat. C'est extrêmement rare qu'il y ait des personnes qui rédigent elles-mêmes un mandat de protection future et qui le fassent contresigner par un avocat. Il est plus fréquent que des personnes utilisent le modèle qui a été mis en place par le ministère de la Justice, mais on va voir que ce modèle ne permet pas de faire grand-chose. Pour aller plus loin dans la protection, il faut recourir au ministère du notaire. Précision. Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, c'est-à-dire que tant que le mandant n'a pas perdu ses facultés, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes. Le mandataire, lui, peut également renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant. Ça, c'est avant que le mandat ait pris effet, c'est-à-dire tant que j'ai mes pleines capacités. On rentre dans le détail. Le mandat notarié. Donc, lorsque le mandat de protection future est rédigé par un notaire, le mandant va pouvoir confier plus de missions au mandataire. Pourquoi ? Parce que la loi considère que le notaire, comme dans beaucoup d'hypothèses, est un officier public et qui va pouvoir conseiller les parties et surveiller la sécurisation du mandat. On va voir comment le notaire intervient même après la signature du mandat. Tant que le mandat notarié n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier, mais il doit le modifier par acte authentique. C'est plus lourd que si le mandat avait été rédigé sous seing privé, où là, la modification se fait sous seing privé. La révocation, si elle arrive, elle n'a pas à être reçue par acte authentique. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le mandat de protection future, en fonction qu'il va être rédigé par acte sous seing privé ou par acte notarié? Donc, comme je vous l'ai indiqué, dans le contenu de ce mandat, on peut prévoir des dispositions qui vont concerner la protection patrimoniale, mais également la protection personnelle du mandant. Concernant la protection patrimoniale, le mandant va définir l'étendue de la mission qu'il entend confier au mandataire. Tout d'abord, il va définir sur quels biens vont porter la mission du mandataire. Ça peut être l'ensemble du patrimoine du mandant, mais ça peut être limité à certaines catégories de biens, les biens immobiliers, les valeurs bancaires, ou même porté uniquement sur un bien. On va voir notamment que ça peut être utile, lorsqu'on est chef d'entreprise, de nommer
un mandataire de protection future pour gérer l'entreprise. Le mandant va également définir l'étendue des pouvoirs du mandataire. Il peut lui donner uniquement un mandat de gestion, gérer les biens. Il peut lui donner plus de pouvoir. Il peut aller jusqu'à lui laisser les actes de disposition, c'est-à-dire que le mandataire peut prendre les biens qui appartenaient au mandant. Concernant les missions qui vont s'attacher à la protection de la personne du mandant, je vous ai dit qu'il y avait des missions sur le patrimoine du mandant, d'autres sur la personne du mandant. Concernant les missions qui concernent la personne du mandant, le contenu du mandat est imposé par la loi. C'est-à-dire que là, vous comprenez, donner pouvoir à quelqu'un pour s'occuper de soi-même si un jour on n'a plus ses facultés, ça peut aller très très loin. Donc la loi a encadré les choses. Tout d'abord, la loi a dit que le mandataire doit donner au mandant, selon les modalités adaptées à son état, bien sûr, s'il ne comprend plus rien, il ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, le degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. Une sorte d'obligation d'information complète du mandant sur sa situation personnelle. La loi dit également que le mandataire ne peut pas représenter son mandant pour les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel. Exemple, une opération chirurgicale. Là, le mandataire ne pourra pas décider pour le compte de son mandant. Il devra en référer, le cas échéant, s'il a besoin, au juge des tutelles, qui prendra une décision. Sauf urgence, et là c'est le corps médical qui décidera. La loi dit également, dans la mesure où son état le permet, le mandant prend seul les décisions relatives à sa personne, choisit le lieu de sa résidence et entretient librement les relations personnelles avec les personnes de son choix. Okay. Dans le mandat notarié, on a indiqué que, concernant la protection du patrimoine, on pouvait aller plus loin que dans le mandat sous seing privé. À savoir, et là on rentre toujours dans le contenu du mandat, en ce qui concerne la mission de protection du patrimoine. Dans le mandat sous seing privé, le mandataire n'aura que le droit de faire des actes d'administration courante. Dans le mandat rédigé par acte notarié, il pourra faire des actes de disposition. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de disposition? C'est une vente, c'est conclure des baux renouvelables. C'est quand même important que le mandataire puisse faire ces actes le cas échéant. Il ne peut pas donner non plus tout pouvoir, ce mandat, même s'il est établi par acte notarié. La loi a limité les pouvoirs du mandataire. Tout d'abord, concernant les actes, et c'est des limitations importantes dans la pratique, concernant les actes de disposition, lorsqu'ils concernent la résidence principale ou une résidence secondaire du mandant, il faudra obtenir l'accord du juge des tutelles. Ça, c'est une limite importante dans la pratique. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui veut vendre sa résidence principale pour aller en maison de retraite, qui est un cas fréquent, peut recourir au mandat de protection future. Mais si c'est la résidence principale au moment où la vente se réalise, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si c'est la résidence principale, il faudra que le mandataire recueille l'accord du juge des tutelles. Alors, c'est quand même beaucoup plus rapide de recueillir l'accord du juge des tutelles que de faire placer la personne sous tutelle, vous l'avez bien compris. Deuxième limitation importante qui a été prévue par la loi, c'est que le mandataire ne peut pas gérer les comptes bancaires ou gérer les assurances-vie. Oui, on a voulu faire en sorte qu'il y ait un contrôle systématique du juge des tutelles par le mandataire dès l'instant où il va y avoir des opérations financières sur les comptes bancaires du mandant ou sur les assurances-vie souscrites par le mandant. C'est une limitation importante aussi à ce mandat. Oui, madame. Oui, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non,
Non. Non, non. Quand c'est notarié également. Oui, oui, on ne peut pas. Ça limite, mais c'est une limite qui, à mon avis, est importante. Le mandataire devra, dans ce cas-là, demander l'autorisation du juge des tutelles, par exemple, pour changer de bénéficiaire dans le contrat d'assurance vie. C'est très important. Pour souscrire un nouveau contrat d'assurance vie, c'est très important. Hein, je pense que le législateur a été prudent et qu'il a bien fait. Comprenez que ce mandat de protection future, même s'il est rédigé par acte notarié, va permettre de désigner une personne sans aucun contrôle que celui du notaire, sans l'intervention d'un juge. Il faut quand même que cette personne n'ait pas un blanc-seing, hein, pour faire tout et n'importe quoi. Et pour les actes les plus graves qui vont toucher à la résidence principale du mandant, ses comptes bancaires ou ses contrats d'assurance vie, le mandataire devra recueillir une autorisation du juge des tutelles. Je pense que c'est une bonne chose. Peut-être, mais les autres solutions qui se présentent sont quand même encore plus complexes, puisque ça va être la mise en place d'un régime de protection comme la tutelle, où là, on a le délai de mise en place de ce régime de protection qui va poser problème, et l'autorisation de la même façon qui sera nécessaire auprès du juge des tutelles. Oui, madame. Non, alors au quotidien, hein, il va pouvoir assumer les dépenses courantes de vie courante, hein, de son protégé, mais par contre, il ne peut pas faire d'opérations financières sur les comptes bancaires. Il ne peut pas dire, bon, bah, on va clôturer ce compte et le mettre sur un autre compte, même si il y a aucun, même si ça va dans le sens de l'intérêt du mandant. Bah, ça dépend des endroits. Mais c'est beaucoup plus rapide de recueillir un accord du juge des tutelles pour ce type de besoin que de mettre en place un régime de protection. Eh oui. Oui, mais parce que c'est plus facile de frauder, malheureusement, parce que c'est ça, hein, le fond du problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'abus de faiblesse ou de tentative d'escroquerie d'un mandataire. C'est beaucoup plus facile de frauder sur un compte bancaire qu'en vendant une maison. C'est ça le problème. Oui. Oui. Ah non, 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 vous faites un raccourci. C'est pas qu'il ne va pas pouvoir les utiliser. C'est que pour les placements qui vont être réalisés, il faudra obtenir l'accord du juge des tutelles. Comprenez que on est dans une situation qui est une situation à haut risque. Hein. Vous avez une personne qui a plus ses facultés, ou pire, un enfant mineur ou un enfant handicapé, dont on va confier la protection de la personne et la protection du patrimoine à quelqu'un qui peut être le voisin, un ami. Il faut bien qu'il y ait un minimum de contrôle. Hein. Comment va se passer ensuite l'exécution du mandat de protection future? Tout d'abord, la prise d'effet du mandat. Le mandat pour soi-même prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment ça se passe dans la pratique? Le mandataire doit aller au greffe du tribunal d'instance du lieu de résidence du mandant en apportant les pièces justificatives de son identité, de l'identité du mandant et un certificat médical attestant de l'altération des facultés mentales ou corporelles du mandant de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Ce certificat médical doit émaner d'un médecin qui est choisi sur une liste établie par le procureur de la République, comme c'est le cas dans tous les départements. S'il s'agit d'un mandat pour autrui, il va falloir apporter les mêmes pièces et en plus apporter des pièces justificatives de l'incapacité de l'enfant là handicapé dans notre hypothèse, de l'incapacité de l'enfant de pouvoir seul à ses intérêts. Et si c'est un enfant mineur, il faut justifier de sa minorité, ça c'est pas compliqué. Une fois qu'on a produit ces pièces au greffe du tribunal, le greffier va apposer son visa sur l'acte de mandat et son visa va faire prendre effet au mandat de protection future, qu'il soit pour soi-même ou pour autrui. C'est-à-dire que le mandataire va pouvoir accomplir sa mission et utiliser ce mandat pour faire
ce pourquoi on lui a donné pouvoir. Je précise qu'il a été prévu par une loi du 25 décembre 2015 de créer une mesure de publicité pour la mise en œuvre des mandats sur un registre spécial, mais on attend un décret d'application. C'est dommage parce que c'est important. Ça serait bien qu'on puisse vérifier que la personne qui se présente comme mandataire avec son bout de papier sur lequel il y a un visa du tribunal d'instance est bien habilitée à faire les actes qui lui ont été confiés par ce mandat. Parce que vous comprenez, quand il s'agit de vendre un bien, on va voir ensuite, ça peut aussi jouer pour les sociétés, c'est-à-dire que le mandataire peut représenter le mandant au sein des assemblées générales des sociétés. Il serait bon qu'on ait une mesure de publicité, ça devrait venir prochainement. Je précise autre chose. Une fois que le mandat de protection future a été mis en œuvre, il peut s'ouvrir également une autre mesure en parallèle, mesure de tutelle ou mesure de curatelle. L'un n'empêche pas l'autre. Le juge des tutelles qui ouvrirait une mesure de sauvegarde comme la tutelle ou la curatelle déciderait si le mandat continue ou s'il s'arrête. Dans la pratique, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup de recul parce qu'il n'y a pas beaucoup de mandats et c'est une législation assez récente. Il s'avère que lorsque le juge a ouvert une mesure de tutelle ou de curatelle alors qu'il y avait déjà un mandat de protection future qui était en œuvre, il n'a pas révoqué le mandat de protection future. Les deux jouaient en parallèle. Les pouvoirs du mandataire lors de la prise d'effet du mandat. Dès que le mandat... Pardon, madame ? Oui, ben c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on n'a pas de mesure de publicité. On n'a pas un registre dans lequel serait indiqué de façon officielle et publique, voilà, telle personne est mandataire dûment habilitée à représenter son mandant. Il n'y a pas de registre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est uniquement sur la production du mandat, de l'acte de mandat de protection future visé par le greffe que le mandataire a son pouvoir. Donc le mandataire, quand le mandat prend effet, il peut agir au nom et pour le compte du mandant qu'il représente. Comme je vous l'ai indiqué, lorsque le mandat a été accompli par acte notarié, le mandataire peut effectuer non seulement des actes conservatoires et d'administration, mais aussi des actes de disposition, avec les limites qu'on a vues tout à l'heure. Concernant le droit des sociétés, parce que ça c'est important, moi j'utilise pas mal le mandat de protection future pour les chefs d'entreprise qui ont une société. C'est-à-dire aujourd'hui, tout va bien, ils sont en pleine forme, ils gèrent leur entreprise, mais qu'est-ce qui se passe si un jour ils ont un accident, qui peut être temporaire, hein, mais ils n'ont plus la capacité physique ou intellectuelle d'exprimer leur volonté, donc de gérer leur entreprise. Entreprise qui peut être entreprise individuelle ou entreprise qui peut être une entreprise sous forme sociétaire. Alors sous forme d'entreprise individuelle, le mandat de protection future, c'est un super outil. Comprenez bien que l'artisan ou la profession libérale indépendante, prendre un architecte, qui a un accident, qui le met hors d'état de manifester sa volonté pendant 6 mois, son entreprise, elle peut couler purement et simplement. S'il n'a pas organisé en amont, en donnant des pouvoirs en amont par le biais de mandat de protection future, parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça ne peut pas être un mandat classique. S'il n'a pas donné des pouvoirs en amont à telle ou telle personne pour continuer à gérer l'entreprise, faire les chèques, payer les salaires, etc., on peut être rapidement dans une situation de blocage parce qu'il va falloir demander au juge de nommer un mandataire ad hoc, et ça peut prendre 6 mois. Et en 6 mois, l'entreprise, elle peut couler. Donc, entreprise individuelle, très utile. Entreprise sous forme sociétaire, très utile, puisque dans le mandat de protection future, le mandant peut donner pouvoir à son mandataire de le représenter aux assemblées générales. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les décisions au nom et pour le compte de son mandant. Précision, à nouveau. Oui, monsieur. Alors, c'est très technique.
Le mandat de protection future, pour soi-même, ne jouera que si vous perdez vos capacités, que vous soyez jeune ou vieux, temporairement ou définitivement. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, vous me donnez votre exemple. Un mandat de protection future, aujourd'hui, pour vous, comment il pourrait être rédigé? Vous avez quelle profession, monsieur? Ok. Vous êtes indépendant, vous êtes en société? Ouais. Vous pourriez dire, aujourd'hui je vais bien. Si un jour il m'arrive quelque chose, temporairement ou définitivement, que je n'ai plus la capacité physique ou psychologique de manifester ma volonté, c'est ça que dit la loi. Et bien, si un jour ça m'arrive, je souhaite que telle personne, qui peut être mon associé, qui peut être un ami chirurgien dentiste, puisse reprendre ma patientèle. Je souhaiterais que telle personne, qui peut être un ami qui s'y connaît bien dans l'immobilier, gère mes biens immobiliers. Je souhaiterais que telle personne, qui peut être mon épouse, mes enfants, gère mon patrimoine financier. Vous voyez, on peut, à tout âge, si je puis dire, établir un mandat de protection future, mais qui ne jouera, entendons-nous bien, que dans l'hypothèse où je perds mes facultés. Hein? Et on peut le modifier, ce mandat. C'est-à-dire le mandat qu'on fait aujourd'hui quand on a 50 ans, eh bien, on peut le modifier quand on en a 70, parce qu'en effet, à 70 ans, on sera peut-être plus en activité, et là, tout ce qu'on avait mis concernant l'activité professionnelle n'aura plus à jouer. Ça répond à votre question? Comment ça? Si, c'est ce que je vous disais. On peut définir, dans le même mandat, on peut donner plusieurs missions à plusieurs mandataires, ou plusieurs missions à un mandataire. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. 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 Ah ouais, non, 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 on peut, comme je vous l'indiquais, prévoir. On peut. Ah ben bien sûr. Ouais, oui, oui. Moi, il m'est arrivé par exemple là c'était une personne âgée hein, qui était plus en activité professionnelle. Elle avait plusieurs enfants. Chacun avait un petit peu ses prédispositions, ses connaissances dans certains domaines. Il y a un enfant qui s'occupait du quotidien, il y a un enfant qui s'occupait de la partie immobilière, il y a un enfant qui s'occupait des comptes bancaires, etc., etc. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah, on va en parler après. La réponse est oui, mais on va le détailler après. Oui, oui, oui. Alors, le mandat de protection future va durer pendant toute la période pendant laquelle le mandant n'aura plus ses capacités. On le verra tout à l'heure, s'il recouvre ses capacités, ce qu'on lui souhaite, le mandat s'arrête. Ah ouais. Oui, 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 oui. C'est clair tout ça? Moi, je trouve que pour le chef d'entreprise, c'est un super outil. Ça coûte 350 €. C'est une assurance formidable. Souvent, les chefs d'entreprise, il y a quelqu'un dans l'entreprise, ça peut être un associé ou un collaborateur, qui saura gérer l'entreprise et prendre des décisions, vous l'avez compris, qui peuvent être des décisions importantes puisqu'on peut aller jusqu'à la cession, la vente des titres ou la vente de l'entreprise. Par exemple, on pourrait tout à fait dire, moi, architecte, si je fais un mandat de protection future, si un jour je perds mes capacités, que les choses soient claires, je donne pouvoir à mon collaborateur qui connaît la boîte parce que ça fait 30 ans qu'il bosse dedans. Si je lui donne pouvoir pour gérer l'entreprise, signer les chèques, payer les fournisseurs. Par contre, si mon incapacité dure plus d'1 an,
je lui donne pouvoir pour vendre l'entreprise. Hein, donc, on peut vraiment organiser comme on le souhaite, sans limitation, sauf les limitations que je vous ai indiquées sur la résidence principale, les comptes bancaires, les assurances vie. On peut organiser les choses comme on l'entend. Oui. Oui. Alors, on a eu une petite discussion tout à l'heure avec l'intervenant précédent. Il me disait, mais pourquoi il n'y en a pas beaucoup des mandats de protection future? Bon, je vais vous le dire, j'avais dit que je ne le dirais pas, mais je vais le dire. C'est parce que ça coûte pas assez cher, le notaire, ça lui prend beaucoup de temps et il ne gagne pas assez de sous. Non, je dis ça sur le ton de la blague, mais c'est un peu vrai, parce que c'est un acte, et on va le voir tout à l'heure, c'est un acte qui peut engager la responsabilité du notaire de façon assez importante, on va le voir, dans le contrôle du mandat de protection future. Et c'est un acte dont le barème est fixé par la loi, c'est 350 €. Et quelquefois, vous savez, quand on met un mandat de protection future en place et qu'il y a de multiples réunions, c'est pas très rémunérateur. Alors, moi, ce que je fais dans ces cas-là, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses, c'est dire, bon, écoutez, si on a 3-4 rendez-vous pour le mettre en place, je vous demanderai des honoraires complémentaires, mais on se met d'accord dès le départ. Et comme ça, tout le monde est content. Mais maintenant, de façon plus sérieuse, oui, tous les notaires connaissent le mandat de protection future. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi pour vous dire que les notaires, tous les notaires de France, si vous allez les voir et que vous leur demandez de faire un mandat de protection future, ils sont obligés de vous le faire et que c'est un outil très utile et qu'en tant qu'officier public, on se doit de présenter à notre clientèle, notamment une clientèle qui peut en avoir besoin un jour, on l'a vu, personnes âgées ou professionnelles chez les entreprises. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais c'est là. Ouais. Oui. Mais oui. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour aussi dire, voilà, il y a d'autres, il y a des outils qui sont pas toujours très connus, pas toujours très utilisés, mais qui sont bien pratiques. Mais après, si vous en parlez à votre notaire, il vous dira oui, je connais, et il vous dira il n'y a pas de souci, on peut en faire un. Mais il n'y a peut-être pas suffisamment de promotion de certains outils parce que on est tous pris par le temps et si les clients posent pas la question, malheureusement, on leur propose pas toujours. Alors, chose importante, hein, je suis étonné que vous ne m'ayez pas posé la question. Une fois que le mandat de protection future s'est ouvert, c'est-à-dire que malheureusement, celui qui avait donné le mandat a perdu ses facultés, le mandataire a donc les pouvoirs et met en œuvre sa mission. Est-ce que le mandataire peut renoncer à son mandat? Je vous ai dit tout à l'heure que avant que le mandat prenne effet, le mandataire pouvait renoncer à son mandat. Après que le mandat ait pris effet, c'est un petit peu les rats qui quittent le navire. Là où on avait besoin de lui, il renonce. La loi est sévère. Elle dit qu'il ne pourra pas renoncer, sauf à y être autorisé par le juge des tutelles. Et on peut imaginer que dans cette hypothèse, le juge des tutelles sera assez autoritaire et lui dira, écoutez, monsieur ou madame, maintenant, c'est à vous de jouer, ce n'est pas le moment de vous défiler, on compte sur vous. Oui. Ouais. Alors bien sûr, un mandataire de second rang, ouais. Comme on fait dans les testaments, on prévoit un mandataire de second rang. Oui. Ça, on le fait souvent pour les mandats de protection future pour autrui, pour les enfants. Souvent, ce qui se passe, on désigne son frère ou sa sœur pour s'occuper des enfants au cas où on perd ses facultés, mais on précise que si le mandataire lui-même, au moment de l'ouverture du mandat, n'était plus en vie ou n'avait plus ses facultés, ça pourrait être telle autre personne. Quelles sont les obligations du mandataire? Tout d'abord, la loi dit que, en ce qui concerne les missions touchant à la protection personnelle du mandant, la mission du mandataire est une charge personnelle qu'il ne peut pas subdéléguer. Il ne peut pas dire je vais demander à un professionnel de prendre ma place pour certaines décisions. Non. Par contre, il peut le faire
pour toutes les missions qui touchent le patrimoine du mandant. C'est-à-dire là, il peut demander à un professionnel de l'assister. Par exemple, si on a donné pouvoir de gérer l'ensemble de son patrimoine à une personne qui est un petit peu perdue pour ce qui concerne les actifs financiers, eh bien, elle peut s'adjoindre les services d'un professionnel de la finance ou d'un conseiller en gestion de patrimoine. Par contre, la loi dit, dans ce cas-là, que c'est toujours le mandataire qui sera responsable de ce que fera la personne qu'elle s'est subdéléguée. Le mandataire doit dresser un inventaire des biens à l'ouverture du mandat. Et enfin, le mandataire doit établir chaque année un compte de sa gestion. Alors ça, c'est aussi peut-être une explication au fait que les notaires rechignent parfois un petit peu à proposer le mandat de protection future. C'est que lorsque le mandat de protection future a été rédigé par acte notarié, la loi dit que c'est le notaire qui a reçu le mandat, qui recevra chaque année le compte de gestion, qui devra l'analyser sous sa responsabilité et qui devra saisir le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tous actes non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat. Et la rémunération du notaire pour cette vérification est tarifée par la loi. Je vous dis les choses parce que c'est important pour que vous compreniez. Selon l'ampleur du patrimoine, si le patrimoine est tout petit, le minimum qui revient au notaire, c'est 115,39 € par an. Et si le patrimoine est très important, le maximum, c'est 346,16 €. Et là, il y a un problème. Parce que la responsabilité du notaire est très importante. Imaginez si Madame Bettencourt avait fait un mandat de protection future au profit de M. Bagné et que le notaire, chaque année, recevait des comptes énormes à vérifier sous sa responsabilité pour gagner 346,16 €. C'est pas cher payé, quoi. Et ça, c'est la loi qui a défini ce barème. Et c'est peut-être une explication au fait que les notaires, parfois, rechignent un peu, au regard de la responsabilité qu'ils auront derrière, de surveiller les comptes du mandat de protection future qu'ils auront rédigé. Mais cela dit, vous, en tant qu'utilisateur du notariat, ce n'est pas votre problème. Si vous allez voir votre notaire et que vous lui dites « je veux faire un mandat de protection future », il est requis d'instrumenter et il devra recevoir cet acte. Il ne pourra pas vous le refuser. C'est comme ça. Attention, le notaire, il va devoir vérifier les comptes du mandataire, pas les comptes de l'entreprise. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais ça peut être très compliqué et surtout engendrer une lourde responsabilité du notaire qui passerait à côté de quelque chose ou selon la façon dont lui sont exposés les comptes, parce qu'il n'y a pas un formalisme particulier prévu par la loi, ça peut être plus ou moins bien présenté et on peut passer à côté de quelque chose. En tout état de cause, et c'est ça que je tiens à retenir, même si je vous dis les choses, c'est que le notaire requis d'instrumenter pour recevoir un mandat de protection future ou tout autre acte notarié dont il a seul la compétence, c'est-à-dire que si vous voulez le faire par acte notarié parce que vous voulez avoir le maximum de pouvoir pour le mandataire, il recevra l'acte et il ne pourra pas vous dire « Ah non, je ne veux pas le faire parce que je ne gagne pas assez de sous ». Ce n'est pas possible. Enfin, ce que... Non, là c'est un barème. Là, il n'y a pas d'honoraire particulier qui pourrait être ajouté de consultation, puisqu'il n'y a pas de consultation. La loi dit non. Bon, sauf accord avec le mandataire, mais si le mandataire n'est pas d'accord, non. La loi a prévu également des possibilités pour le mandant de prévoir un contrôle de l'exécution du mandat. Alors ça, c'est surtout dans l'hypothèse où le mandat est sous seing privé, parce que s'il est sous seing privé, il n'y aura pas de notaire pour contrôler les comptes. Cela dit, on pourrait prévoir en plus du notaire quelqu'un d'autre qui contrôle les comptes, mais surtout lorsque le mandat est sous seing privé, le mandant peut prévoir que les comptes seront contrôlés, les comptes du mandataire, par un expert comptable par exemple. Ah non, là, ce n'est pas prévu par la loi. Parce que le contrôleur ne sera pas un officier public. La rémunération du mandataire. La loi dit que par principe, le mandat de protection future est gratuit, mais qu'il peut être prévu une stipulation contraire.
En tout état de cause, la loi prévoit que les frais exposés par le mandataire pour l'exécution du mandat doivent lui être remboursés, ça, ce qui est normal. Donc on peut tout à fait prévoir une rémunération. Hein. Ce qu'on prévoit notamment lorsque c'est un chef d'entreprise qui donne mandat de protection future. Alors, voilà, quelqu'un vient nous voir en disant, mais voilà, moi j'ai la responsabilité de ce mandat, j'ai besoin de faire une vue, d'avoir un conseil, il me faut des documentations. Est-ce qu'il peut déclencher une dépense au profit, bien sûr, de celui qui le protège? Alors, bon, si c'est prévu dans le mandat, pas de souci. Et d'ailleurs, il est bon de le prévoir. Dans les formules, c'est prévu. Si jamais ça n'était pas prévu, en principe, non, sauf à se faire autoriser par le juge. Et le juge, si la dépense est faite dans l'intérêt du mandant, dira forcément oui. Par exemple, faire contrôler les comptes par un expert comptable, c'est dans l'intérêt du mandant. Et la dépense afférente à ce compte, le juge la prendra en charge. Oui, oui, oui. Ben ça, les formules et les notaires savent bien rédiger ça en général. Mais ça nécessite un peu de discussion avec le client pour bien adapter, faire du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Alors, toutes les rémunérations sont possibles. Hein, on pourrait imaginer, bon moi j'ai pas vu ça, mais que si c'est un mandat qui est donné par une personne qui est exploitant viticole, que le mandataire qui reprendrait la gestion de la vigne soit rémunéré en vin. Ouais, on pourrait le prévoir. Oui, toutes les rémunérations sont possibles. Oui, 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 oui. Voilà, la loi dit que toutes les rémunérations sont possibles. La responsabilité du mandataire, ça c'est important. En plus des règles de droit commun qui disent que le mandataire sera responsable en cas de dol, c'est-à-dire en cas de fraude, il sera responsable dans les fautes qu'il commettra dans sa gestion, sachant que la loi dit que s'il est rémunéré, sa responsabilité sera plus sévèrement appréciée. De plus, si le mandataire excède ses pouvoirs, il s'expose à des dommages et intérêts, à une révocation judiciaire de son mandat, voire à des sanctions pénales, c'est l'hypothèse de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse, et c'est pour ça que dans les cas les plus graves, comme on l'a vu tout à l'heure, il faudra que le mandataire demande l'accord du juge des tutelles. Maintenant, les cas, comment s'arrête le mandat? La loi prévoit 4 causes de cessation du mandat de protection future. Tout d'abord, le rétablissement des facultés personnelles du mandant, donc qui devra être constaté par un certificat médical. Deuxième hypothèse, la révocation du mandataire par le juge des tutelles, sachant que toute personne intéressée peut dénoncer au juge des tutelles une mauvaise gestion du mandat et demander la révocation du mandataire. Et enfin, le décès du mandant qui, dans le mandat pour soi-même, va engendrer la fin du mandat de protection future pour soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire sur le mandat de protection future. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Oui. En cas de décès de qui? Du mandataire. Alors, s'il n'a pas été prévu en effet de mandataire de second rang, ça s'arrêtera net. Hein, et là, il faudra saisir le juge pour une mesure de protection. Oui. Ouais. 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 Oui. Soit en mandataire unique, soit mandataire pour certaines opérations et nommer d'autres mandataires pour d'autres opérations. C'est ce qu'on fait souvent. Pour la vie courante, ça va être le conjoint. Et pour, par exemple, l'outil professionnel, ça va être quelqu'un un sachant qui va être plus à même que le conjoint de gérer les biens professionnels. Ah oui. Ah oui.
Le mandataire, si on lui donne tout pouvoir, il n'y aura pas d'opposition possible de la famille. Alors, on peut prévoir plusieurs mandataires. Hein, on peut dire le conjoint et une autre personne. Ou prévoir le conjoint qui pourra se faire assister par un expert comptable, par une personne. En fait, on a une grande liberté rédactionnelle. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Attention à ne pas faire des usines à gaz. Hein. Vous savez que plus on va répartir le pouvoir ou plus les règles de pouvoir vont être complexes, plus on peut arriver à des blocages. On pourrait prévoir qu'on donne mandat à un conseil d'administration qui va délibérer des décisions selon telle et telle modalité. On pourrait tout à fait prévoir ça. Comme c'est le cas dans la tutelle avec le conseil de famille. Hein. Oui. Dans le cas d'un mandat pour soi-même, oui. vous choisissez un de vos enfants, est-ce que le reste de la famille doit être... Non, pas nécessairement informé. Ça peut créer des dissensions, hein, bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire de les informer. Voilà, voilà. Oui. Oui. Bon, quelquefois, on n'a pas besoin de ça pour avoir des dissensions familiales. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour parler du mandat à effet posthume ou la prochaine fois. Vous me dites, la prochaine fois, ça marche. C'est autre chose. La prochaine fois. Oui, mais voilà. Oui, hein, ne pas confondre ce dont on vient de parler, qui s'appelle le mandat de protection future, avec un autre type d'acte, moins intéressant, je vous le dis tout de suite, mais dans certains cas, notamment pour les professionnels, qui peut être intéressant, c'est le mandat à effet posthume. Mais je ne vais pas rentrer dans... Je vous mets juste l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Ah ben pour tout un tas de raisons que je vous expliquerai. Voilà, je vous remercie, messieurs, dames.